Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'entreprise peut être définie sociologiquement comme la mobilisation, puis l'organisation de ressources plurielles en vue de répondre à des demandes émanant du marché. À ce titre, elle est structurellement traversée par la question du changement. Depuis une vingtaine d'années, cette question a pris le sens d'une quête de transformation assez radicale des modèles de gestion et d'organisation. Dans la rhétorique managériale, l'enjeu est d'adapter les entreprises à des environnements commerciaux, économiques et culturels totalement nouveaux et de plus en plus menaçants, et aussi de parvenir à se débarrasser définitivement des modèles fordiens et bureaucratiques d'organisation, installés dans la période de croissance et victimes d'une double crise d'efficacité et de légitimité sociale. P. Bélanger, M. Grant, B. Lévesque, 1994. Les années 1980 ont été le théâtre d'une effervescence d'innovation managériale. Dans une vision du retard français en matière de management, les entreprises devaient se moderniser, Haribout 1987. Cependant, l'invention de la culture d'entreprise, le management participatif, l'expression des salariés, la communication interne, la gestion de l'intelligence, la recomposition du travail n'ont pas réellement porté leurs fruits. Nombre de sociologues ont relevé à cette époque les grandes difficultés des organisations productives françaises à s'extirper d'une culture du cloisonnement, de la centralisation et du contrôle hiérarchique tatillon. Pour l'essentiel, ces changements ont été reproducteurs. La participation directe des salariés est vue comme une nouvelle modalité de contrôle social, à Borzex et Deslinard, 1988, Desmartins, 1994. Le management à la culture est soupçonné de s'alimenter aux leurres psychologiques et à l'aliénation des individus, N. Aubert et V. de Gaulle-Jacques, 1991. Si l'on doit certainement nuancer ce diagnostic de régression sociale, en soulignant aussi les apprentissages collectifs réalisés au cours de cette période, J. Gautrat, 1986, R. Saint-Saulieu, 1997, 2001, ceci reste fort éloigné de l'idéal de changement à l'origine des inventions gestionnaires de cette époque. Dans la période suivante des années 1990, les entreprises ont connu des changements plus brutaux, en partie liés aux tensions économiques du début de la décennie. Des ajustements quantitatifs massifs ont été opérés au travers de plans sociaux, dans le cadre de stratégies industrielles internationalisées, comptant désormais sur les délocalisations. Les pratiques de flexibilité des organisations et des emplois se sont généralisées pour répondre à des marchés plus volatiles et plus concurrencés. Certaines entreprises ont connu des déréglementations de leur marché, téléphonie, électricité, et de leur statut. Les évaluations sociologiques de cette seconde décennie de changement portent moins sur la thématique des résistances culturelles et de la reproduction des pratiques sociales antérieures, que sur l'augmentation des contradictions et des désordres dans le fonctionnement ordinaire des entreprises. Certains analystes perçoivent une accentuation des contradictions internes des modèles productifs, liées à une volonté de faire porter les effets de changement sur les seuls employés, R. Boyer et J.P. Durand, 1994. D'autres identifient plutôt l'instauration de nouveaux modes de management, fondés sur le brouillage permanent des repères collectifs et sur différentes formes de manipulation des individus. T. Coutreau, 1998, Descourpasson, 2000, T. Périlleux, 2001. Pour d'autres encore, le désordre s'est désormais installé au cœur du fonctionnement des organisations, le changement gestionnaire passant du statut de pratique discontinue, la modernisation des années 1980 à celui d'activité permanente de l'entreprise, N. Alter, 1990-2001. Certaines études empiriques formalisent même un modèle d'entreprise en crise comme configuration socio-productive se distinguant à la fois des systèmes sociaux d'entreprise en reproduction et des systèmes en modernisation. I. Francfort, F. Osti, R. Saint-Saulieu, M. Huald, 1995, J. Barus Michel, F. Just des Prairies et L. Riedel, 1997. L'idée que des organisations productives peuvent désormais vivre durablement dans la dérégulation interne, en générant des crises chroniques et des pathologies socio-psychologiques liées à leur mode de changement, s'installe dans les représentations scientifiques de la période contemporaine, Desmartins, Gerritsen, 1997. Malgré leur diversité,
Ces différentes recherches convergent vers l'hypothèse d'une dynamique sociale d'entreprise singulière, caractérisée par deux traits généraux. Il s'agit de systèmes en transformation socio-productive, dans laquelle la problématique du changement radical des modes de gestion est centrale, mais aussi de systèmes présentant des carences de régulation sociale patentes. La présente recherche porte sur ces configurations sociales particulières. Nous les qualifierons de situations de transformation critique, pour insister sur deux dimensions indissociables. Un processus de changement radical de modèle productif et une crise du fonctionnement social de l'entreprise. Ces situations sociales posent deux séries de questions. Doit-on ou non considérer ces états de système comme transitoires, comme de simples dérèglements dans une trajectoire d'entreprise conduisant nécessairement à un état de régulation progressif, apprentissage collectif ou régressif, retour à l'état antérieur? De nombreux indices empiriques indiquent plutôt l'hypothèse d'état dégradé, certes instable et chaotique, mais potentiellement durable, car soutenu par des mécanismes reproducteurs. Comment expliquer alors la reproduction d'un ordre social dégradé qui génère des pathologies sociales, sous forme de frustration et de plainte des individus, sans qu'aucun processus de résolution, conflit, nouvelle décision ou effondrement ne soit réellement à l'œuvre? Existe-t-il des processus particuliers qui conduisent les acteurs à adopter des comportements qui les desservent, en générant ces sentiments de désordre, d'incertitude et d'anomie? Une deuxième série d'interrogations concerne les facteurs de la dérégulation. Si le changement gestionnaire est une décision, comment expliquer que des dirigeants d'entreprise réitèrent des décisions, source d'incompréhension et de pathologies collectives visibles? Que dire par ailleurs des facteurs déclencheurs de la dérégulation? Tiennent-ils à des événements particuliers? L'ampleur, les objets ou les modalités de mise en œuvre des changements gestionnaires sont-ils en cause? Doit-on aussi envisager un quelconque lien entre le passé de ces organisations, leur mode de régulation sociale, leur culture et la dérégulation? Ces questions font aujourd'hui l'objet d'une mobilisation multidisciplinaire qui interpelle la théorie des organisations. Décrite à partir des concepts de la sociologie de l'organisation et de l'entreprise, R. Saint-Saulieu, 1987-1997, les situations de transformation critique se caractérisent par plusieurs dynamiques concomitantes. Une transformation des contraintes d'environnement et en réponse, la mise en œuvre de changements internes rompant avec les pratiques de gestion antérieures. Une transformation des rapports de pouvoir entre les acteurs de l'organisation, notamment dans le sens d'une radicalisation des antagonismes. Un brouillage des identités collectives. Enfin, une rupture avec le passé de l'organisation, en particulier avec la hiérarchie symbolique de ses métiers et la culture de négociation sociale qui la sous-tend. Ces interprétations rendent mal compte de la logique même de la dérégulation, de ce qui la maintient en reproduction potentiellement durable, de même qu'elles éclairent assez peu les processus diachroniques de changement à l'œuvre dans ces transformations. Le courant gestionnaire de la gestion de crise s'intéresse aussi aux situations de dérèglement organisationnel, mais en mettant surtout l'accent sur les systèmes de décision et en étudiant essentiellement les crises d'origine externe aux entreprises, catastrophes industrielles, naturelles. La psychologie sociale clinique et la psychosociologie insistent sur l'incidence profonde de la dérégulation sociale sur le psychisme individuel, en montrant le caractère fondamentalement socio-psychologique de ces phénomènes. De nouvelles approches théoriques de l'organisation, inspirées de la thermodynamique, recourent au concept de désordre pour insister, à la fois sur la surévaluation du principe de cohérence des approches en termes de modèles organisationnels, J.P. Neuville, 1995, et du caractère durablement mouvant des organisations en raison de pratiques d'activité organisatrice permanente, N-Alter, 2001. Le concept d'entropie en particulier permet de considérer que la dynamique naturelle des systèmes n'est pas l'intégration, mais au contraire la perte d'énergie et la tendance vers une augmentation croissante de désordre, à moins qu'ils n'échangent des ressources avec leur environnement. Monsieur Forcé, 1989, G. Ballandier, 1988. Ces différentes propositions théoriques permettront de préciser l'objet de cette recherche. Nous nous intéresserons à des situations socio-organisationnelles marquées par une augmentation soudaine du désordre, mais aussi par la cristallisation d'un état reproducteur dans le désordre,
canalisant le processus de dérégulation, sans pour autant en annuler les effets délétères sur les individus et les collectifs. Mais la problématique de la transformation et la dérégulation sociale déborde largement la théorie des organisations, puisqu'elle constitue l'objet central de la sociologie de la modernité. Dès les origines de la sociologie, le problème du désordre social apparaît dans l'œuvre de E. Durkheim. À travers sa théorie de l'anomie, il propose une vision de la modernité comme un mouvement tendanciel d'individualisation et d'affaiblissement des contraintes sociales qui place les individus seuls face à l'infinitude de leurs désirs. Le suicide anomique n'est que le prélude d'une désagrégation possible de la société. La modernité est analysée plus tard comme une crise fondamentale et structurelle de la société. Pour J. Habermas, 1987, la disjonction croissante entre le système et les mondes vécus porte une triple crise. Une crise du sens qui affecte la sphère de la culture, une crise sociale dans la sphère de la société et une augmentation des pathologies identitaires dans la sphère de la personnalité. Les sociologues de la deuxième modernité voient dans les dernières décennies du XXe siècle une accélération des processus d'individualisation et de différenciation sociale, ainsi qu'une augmentation des incertitudes, liées à la prolifération de risques inhérents aux activités sociales elles-mêmes, et non plus à des facteurs extérieurs, Hubeck, 1986. La modernité signifie la mise en échec des procédures établies par la tradition, les expériences passées ou les conventions sociales, et l'émergence de la réflexivité comme trait dominant de la société, à Giddens, 1990-1994, des acteurs et des identités sociales, c'est Dubar, 2000. Contrairement à la vision de E. Durkheim, la dérégulation sociale ne constitue pas un processus cumulatif conduisant à la désagrégation de la société. La société doit désormais inventer en permanence son propre devenir. Sa crise réside dans cet état dynamique, instable et en tension permanente vers des changements irréversibles. Ces approches ne sont pas sans lien avec les phénomènes empiriques observés dans les modernisations d'entreprises. Il s'agit de processus cumulatifs, orientés vers des transformations sociales radicales et ayant un effet systémique sur les fonctionnements socio-organisationnels. Desmartins, 1997. La dérégulation doit être comprise, à ce titre, comme un fait social global. De plus, il paraît impossible de considérer les organisations productives comme un niveau social totalement isolé des processus macro-sociaux. Elles sont le lieu d'émergence de nouvelles formes de coopération, d'action professionnelle ou d'identité au travail, qui restent toujours partiellement liées à des dynamiques sociétales. Pour autant, les organisations productives fournissent de nombreux indices empiriques de leur autonomie relative par rapport aux processus macro-sociaux. Elles se distinguent des autres entités sociales comme des univers hiérarchisés, finalisés autour de produits ou de services donnés. Elles sont des systèmes fonctionnels, structurés par une division formelle du travail entre leurs membres, à la différence des systèmes d'interdépendance, Herboudon 1979. Il est alors justifiable de poser l'hypothèse d'une singularité des crises organisationnelles, ou des crises de modernisation d'entreprise, par rapport aux crises de la modernité. Les dérégulations peuvent, pour une partie au moins, être attribuées à des décisions précises, notamment à des décisions de modernisation gestionnaire visant à rationaliser le travail ou la production. De même, des phénomènes autonomes qui s'y développent spécifiquement, comme les systèmes de rapport de pouvoir, M. Crozier, E. Friedberg, 1976, les identités collectives, R. Saint-Saulieu, 1977, ou les rapports de régulation sociale, J. Desreynaud, 1989, peuvent, par hypothèse, donner au processus de désordre et de dérégulation des accents singuliers, voire originaux par rapport aux crises plus larges de la modernité. Face à l'étendue des théories de la transformation sociale critique, nous avons choisi de recourir en première instance à la sociologie des organisations, de l'entreprise et de la régulation sociale. Une première raison tient à la spécialisation de ces théories, qui livrent un outillage conceptuel déjà éprouvé sur l'objet « organisation productive ». Un autre intérêt réside dans le corpus de modèles empiriques que ces théories ont permis de constituer depuis 3 décennies, et dans les ressources comparatives qu'il fournit pour aborder les réalités nouvelles qui nous intéressent. Ce choix répond aussi au projet d'éprouver les limites de ces théories,
au regard d'un objet inverse à celui pour lequel elles ont été fondées, la dérégulation sociale par opposition à la régulation de système. Malgré les réserves précédentes, ces théories restent pertinentes, dans la mesure où elles ont la capacité de révéler ces phénomènes singuliers, comme en attestent, par exemple, les réflexions de J. D. Reynaud sur l'anomie organisationnelle ou encore la mise en évidence du modèle de l'entreprise en crise par R. Saint-Saulieu et al. En essayant par conséquent de pousser au plus loin la pertinence heuristique de ces théories, on peut espérer isoler le plus précisément possible les frontières au-delà desquelles les concepts doivent être aménagés, prolongés ou abandonnés au profit d'autres théories. Telle est la vision de l'accumulation théorique qui régit cette démarche de recherche. Un autre choix de recherche réside dans l'adoption d'une démarche résolument empirique, par enquête qualitative dans les organisations. Si ce choix est sans conteste dicté par la tradition de la sociologie des organisations et des entreprises françaises, il répond aussi à une exigence méthodologique particulière dans l'approche des phénomènes de dérégulation sociale. Dans son acception courante, le terme de crise prend le sens trivial de dérèglements sociaux qui échappent à toute logique et à toute compréhension. Un usage intensif de ce terme commode laisse toujours soupçonner une perturbation de l'observateur au moins aussi forte que celle de l'objet observé. Certains auteurs avancent même l'idée fort suggestive que les situations de désordre social avancé mettent en crise les théories sociales, E. Morin 1976. Elles signent ainsi tout autant la crise de la théorie que le dérèglement de la réalité elle-même. L'extrême difficulté de maniement des concepts de crise et de dérégulation réside dans l'exigence de faire la part constante entre l'échec de la société à faire ordre, cet ordre fut-il dégradé, et l'échec de la théorie à saisir les formes réelles et évolutives d'ordre social. Une parade à ce vertige de la rationalité scientifique peut résider dans le choix d'une analyse au plus près et au plus fin des situations sociales. Si la totalité sociale se dissipe au point de ne montrer, à l'aune des grilles de lecture existantes, que sa phase de désordre, l'attention à l'action sociale locale, aux acteurs, aux individus, à leur représentation de la réalité, à leurs interactions concrètes dans des situations de coopération, peut permettre de cerner plus sûrement les déliaisons et les ruptures, mais aussi les continuités et les apprentissages expliquant à la fois la dérégulation et la stabilisation du désordre social. L'étude des crises sociales invite à privilégier des théories de moyenne portée, R.K. Merton, 1949, de même qu'elle conduit de nombreux sociologues contemporains à se centrer sur l'individu comme atome de la sociologie, par exemple à travers la problématique de l'identité sociale, A. Touraine, 1992, F. Dubay, 1994, Belaïr, 1998, F. de Singly, 2003, J.C. Kaufmann, 2001-2004. Le recentrage de l'analyse sur des phénomènes micro-sociaux constitue, nous semble-t-il, un choix méthodologique hautement justifiable pour saisir les situations de désordre et de crise sociale durable, même s'il n'exclut pas, bien sûr, des tentatives de reconstruction de théories de la société. Dans cette perspective, 4 terrains d'enquête serviront de trame d'analyse pour approcher les différents registres contenus dans le processus de transformation critique. Comment comprendre la violence inhabituelle des ouvriers d'un atelier à l'égard de leur hiérarchie lors d'une grève récente, dans un département d'usinage d'un grand établissement industriel fournissant des pièces pour l'automobile? Quelle explication sociologique à un climat social très dégradé, où la psychologisation des désaccords prend la forme de boucs émissaires, d'une suspicion généralisée, et de l'évitement du conflit relationnel dans cette DRH d'un établissement industriel lié au domaine du nucléaire? Comment saisir le traumatisme d'un conflit social de 7 mois et la stupeur qui reste plusieurs années après, qui marque une rupture dans l'histoire sociale d'une usine de cimenterie au Canada? Quel éclairage au Malais formulé par les professionnels d'un centre de réadaptation fonctionnelle, à la réputation d'excellence et d'innovation, situé dans une grande ville de province? La diversité sectorielle, géographique et statutaire de ces organisations a constitué une opportunité méthodologique dans la perspective comparative de notre démarche de recherche. En effet, le choix de ces cas a été opéré en amont par l'existence de symptômes de troubles et de dérèglement social patents. Dans chaque enquête, étaient en cause explicitement dans les discours des acteurs,
mais aussi dans l'analyse de premier niveau que nous pouvions en faire, à la fois une problématique de changement socio-productif et la manifestation de ces troubles aigus. Ces similitudes frappantes autorisaient à formuler l'hypothèse d'une unicité de problématiques sociologiques, au-delà des évidentes singularités des 4 cas d'entreprise. Les résultats de cette recherche seront exposés en 3 temps. Une première partie sera consacrée à la formulation d'un ensemble d'hypothèses de recherche sur la base d'une étude de travaux scientifiques, consacrée au processus de transformation et de dérégulation sociale. Le concept de crise sera finalement retenu pour resserrer le questionnement et engranger des travaux hétérogènes, mais pouvant être mis à profit dans la construction d'un idéal type des crises sociales en entreprise. La deuxième partie visera à démontrer l'existence empirique d'un état de crise sociale, c'est-à-dire d'un principe de reproduction à l'œuvre dans des organisations dérégulées à l'occasion de changements radicaux. L'analyse approfondie de 2 premiers cas d'entreprise permettra de reconstituer les composantes d'une régulation de crise et de questionner, chemin faisant, quelques concepts usuels de la sociologie des organisations, de l'entreprise et de la régulation sociale. La troisième partie traitera de la dimension diachronique de la crise, comme processus de construction sociale, de la dérégulation. L'accent sera mis sur la trajectoire des entreprises, sur leur histoire, sur leur culture et sur les différentes formes de mobilisation et de décision intervenant dans le processus de changement. 2 autres cas d'entreprise seront particulièrement étudiés, puis mis en perspective dans un chapitre final, autour d'une interprétation des trajectoires de modernisation critique des entreprises. Nous conclurons cette étude par quelques considérations sur l'action, afin de rappeler dans le droit fil des théories de l'action que ce sont les hommes qui font l'histoire, et eux seuls, même si, comme le suggère le concept de crise, l'histoire leur échappe parfois pendant de longues transitions, où l'avenir s'évanouit dans la confusion du présent. Première partie, le phénomène de la transformation critique. Chapitre 1 Crise et transformation dans la sociologie de l'organisation, de l'entreprise et de la régulation. Comment les sociologies de l'organisation, de l'entreprise et de la régulation sociale abordent-elles les phénomènes de transformation et de dérégulation sociale qui nous intéressent? Elles s'intéressent aux problèmes du changement, mais essentiellement dans la perspective progressive de l'apprentissage collectif. La dérégulation, ou encore les états sociaux faiblement régulés, échappent à leur projet de théorisation, parce qu'elles sont construites sur des présupposés de régulation, d'interaction et d'équilibre des systèmes sociaux dans le changement, qui les détournent d'une réelle sociologie de la dérégulation. Inscrivant nos travaux dans la perspective de la sociologie de l'organisation et de l'entreprise développée par R. Saint-Saulieu, 1997-1994, nous chercherons à saisir la manière dont la question de la dérégulation et de la transformation sociale y est abordée. Nous considérerons simultanément 3 courants. La sociologie des organisations, M. Crozier et E. Friedberg, la sociologie des identités collectives et des cultures d'entreprise, R. Saint-Saulieu, et la sociologie de la régulation, J. Desreynaud. Le changement dans la sociologie des organisations, une question centrale mais en demi-teinte. Rappelons tout d'abord sommairement les grandes caractéristiques théoriques de la sociologie des organisations. Formulée dès 1963 par M. Crozier dans le phénomène bureaucratique, cette sociologie atteint un stade de maturité théorique en 1976 avec l'ouvrage L'acteur et le système, dont E. Friedberg confirme 15 ans après les grandes lignes dans Le pouvoir et la règle. Comme on le sait, l'objet central de cette sociologie est la coopération. Au-delà de la prescription de rôles formels, le fonctionnement d'une organisation consiste à faire interagir les personnes qui tiennent ces rôles et à coordonner leurs actions. Or, dans les faits, il est rare que la coopération optimale, ou celle envisagée d'un point de vue idéal, soit atteinte, le lot commun des organisations étant plutôt les dysfonctionnements, les cloisonnements, les inerties, les résistances. M. Crozier et E. Friedberg montrent de manière convaincante que la marge de jeu et l'incertitude conduisent à faire de la coopération une négociation, un construit politique où chacun cherche à faire valoir ses propres objectifs, ou encore à ne pas perdre leurs conditions de réalisation. Le pouvoir est au cœur des rapports sociaux de travail. L'acteur est stratégique,
au sens où il cherche en permanence à ajuster la fin et les moyens, et où le calcul et l'instinct stratégique sont considérés comme les fondements de sa rationalité, E. Friedberg, 1993. Les négociations locales alimentent et sont produites à la fois par des effets de système, qui tendent, à un niveau plus macroscopique, à réguler les différentes forces en présence dans l'organisation. En fait, les jeux locaux se construisent dans les marges déterminées par des jeux supérieurs qui balisent le champ des possibles et assurent la régulation et l'intégration minimale de l'ensemble. Crise et changement. La question du changement, constamment présente dans les travaux de M. Crozier, a la particularité d'être traitée tantôt dans un registre d'observation, tantôt dans un registre volontariste. Le chapitre de l'acteur et le système qui lui est consacré est emblématique de cette double posture, où domine très largement une analyse déductive des conditions du changement en organisation. Mais la vision théorique du changement qui en ressort est très largement confortée par des travaux ultérieurs, réalisés dans des entreprises en changement cette fois, et présentés dans l'ouvrage L'entreprise à l'écoute, 1989. Les principes de l'analyse de système appliqués au changement sont posés dès 1976, M. Crozier, E. Friedberg, Opsit, chapitre 5. Les auteurs insistent sur 3 d'entre eux. Tout d'abord, le mot changement n'a de sens pour eux que s'il désigne la transformation d'un système d'action, c'est-à-dire des différents jeux de l'organisation agrégés autour d'un construit politique global. Le changement est une réalité systémique. Il concerne peu ou prou tous les acteurs, parce qu'il met en question leurs interrelations autour de nouvelles régulations. En second lieu, le changement doit être compris comme un processus dans lequel les acteurs vont élaborer de nouvelles coopérations. Il s'agit d'une situation sociale où des potentialités latentes de créativité vont pouvoir s'exprimer, mais aussi où des apprentissages relationnels et cognitifs vont s'élaborer. Il s'agit d'un processus d'élaboration par essais-erreurs, de nouveaux comportements formant système. Enfin, le changement est un problème largement indéterminé, dans la mesure où il ne peut obéir à une stricte prédictibilité. S'il consiste en l'émergence de nouvelles capacités sociales permettant de dépasser les problèmes de coopération antérieurs, ces capacités vont elles-mêmes générer de nouveaux jeux, de nouvelles incertitudes et finalement, des régulations qu'il est impossible de prévoir à l'avance. Au-delà de ces grands principes, les auteurs extraient de leurs nombreuses observations de terrain une série de traits qui définissent la genèse et la structure d'un processus de changement. Toute évolution significative d'un système d'action procède tout d'abord d'une rupture à laquelle est associée une crise. La formule « le changement comme rupture », titre d'un paragraphe de leur ouvrage, page 397, stigmatise l'idée que les organisations fonctionnent sur des répétitions de jeux stratégiques qui engendrent des cercles vicieux aussi structurés que répétitifs. Même si au plan de la théorie des systèmes, un changement local ou mineur peut entraîner des conséquences globales, les observations empiriques réalisées par les auteurs dans les années 1970 démontrent l'incroyable inertie des organisations. Seule une crise ouverte permet d'endiguer momentanément les cercles vicieux et d'introduire de la nouveauté. À cette crise est associée la nécessité de l'intervention d'une responsabilité humaine, c'est-à-dire l'entrée en scène d'acteurs qui n'agissent plus en fonction des règles établies, mais en fonction de leurs capacités créatrices et de leurs projets. Cette condition prendra plus tard la forme d'une insistance sur l'engagement prioritaire des dirigeants en valeur, M. Crozier, 1989, et sur l'entrepreneurship social, E. Friedberg, 1993. Celui-ci doit d'une part introduire l'impulsion initiale du processus de changement, c'est-à-dire la rupture en question, et d'autre part animer et corriger le processus de changement mis en œuvre. Ce processus est conçu par les auteurs selon 2 conditions principales. Il doit consister en une ouverture des jeux et développer l'autonomie des acteurs. Les thématiques de la décentralisation des décisions, de la participation et de la négociation sont constantes chez Crozier, alors que Friedberg insiste pour sa part sur les groupes de pilotage comme lieu de régulation des tensions entre participation et représentation. Ces dispositifs sont les supports et les espaces concrets, dans lesquels les individus vont expérimenter des situations relationnelles et apprendre, puis stabiliser de nouveaux comportements. Les auteurs évoquent enfin avec insistance la dimension cognitive de l'apprentissage collectif,
en prônant une sociologie appliquée reposant sur la restitution d'analyses sociologiques aux acteurs concernés. Comme on l'a suggéré, cette réflexion originelle sur le changement en organisation doit un lourd tribut à l'analyse du modèle de la bureaucratie à la française et de sa force de reproduction. Les thèmes de l'ouverture des jeux, du développement de l'autonomie ou de la responsabilité humaine renvoient point par point à l'analyse de systèmes fermés et en forte reproduction. Cependant, lorsque Crozier et Friedberg étudieront plus tard des univers organisés très différents comme des entreprises privées, leur approche théorique du changement ne variera que marginalement. Le changement comme processus d'apprentissage. Dans l'entreprise à l'écoute, M. Crozier se penche expressément sur des cas d'entreprises ayant mis en œuvre des changements significatifs correspondant à ce qu'il nomme une nouvelle logique d'entreprise. Il s'agit d'entreprises résolument centrées sur l'innovation, la qualité des productions, reconnaissant l'importance des ressources humaines et gageant leur développement sur les investissements immatériels, et par conséquent sur l'apprentissage collectif. L'objet de son analyse est de comprendre comment elles ont réussi leur indispensable révolution culturelle, page 115. Il isole finalement 5 facteurs, commentés dans le chapitre conclusif, l'apprentissage du futur. Il décèle tout d'abord chez les dirigeants de ces entreprises un véritable changement intellectuel, qui consiste à quitter les certitudes anciennes, à faire preuve de curiosité et de capacité de réflexion sur un présent désormais inscrit sous le sceau de l'inédit, donc de l'incertitude. Cet état d'esprit entre en résonance avec la valeur de l'apprentissage, prôné de diverses manières dans ces organisations, y compris, bien sûr, dans des dispositifs ad hoc tels que les groupes qualité ou les dispositifs participatifs. Pour Crozier, l'heure est à la mutation, à l'invention radicale. La formule sociale permettant d'y parvenir repose sur la reconnaissance de la responsabilité de chacun en la matière, et sur la valorisation des valeurs et capacités personnelles des individus qui sont en fait les seules ressources des individus face au changement. Troisièmement, l'auteur réaffirme l'idée, le constat du changement comme un processus ouvert, où le cheminement est plus important et plus clair que le but. Ce que semblent comprendre ces entreprises est en effet que l'apprentissage collectif impose comme condition aux dirigeants l'impossibilité de concevoir précisément la cible du changement. D'où, constate M. Crozier, une attention toute particulière de ces dirigeants à la qualité du processus de changement, qui se traduit, 4e dimension, par une attitude d'écoute et un souci du détail. L'écoute signifie ici une attention portée aux acteurs, aux problèmes qu'ils rencontrent et aux idées qu'ils formulent, en lieu et place d'une posture de connaissance a priori génératrice des décisions surplombantes et généralement inappropriées. Si cette attitude est aussi importante, c'est qu'elle entretient un lien direct avec le problème de la décision qui, dans le système théorique de l'auteur, se situe au cœur de la construction sociale du changement. Enfin, et en toute logique, Crozier plaide à nouveau pour un investissement dans la connaissance des systèmes humains de travail, c'est-à-dire dans la sociologie appliquée, comme ressource essentielle de conception de stratégies de changement à la fois réalistes et efficaces du point de vue organisationnel. Une sociologie centrée sur certains types de changements. La réflexion sur le changement introduite par ces auteurs présente de nombreux intérêts, dont celui de construire une trame théorico-pratique pour le sociologue intervenant. Toutefois, leurs analyses révèlent des accentuations et des omissions significatives pour notre sujet. Nous retiendrons ici 2 points. Une première remarque concerne le type de changement analysé, et plus précisément leur forme. S'agit-il, comme le propose J.P. Dupuis et A. Kuzminski 1998, de changements spontanés ou planifiés ? Dans l'entreprise à l'écoute, il est seulement question de modernisation managériale, c'est-à-dire d'actions volontaristes de changement émanant des directions d'entreprise. De la même manière, Friedberg se penche uniquement sur le changement piloté dans Le pouvoir et la règle, 1993, où il centre ses analyses sur l'intervention sociologique. Les processus de transformation contingente des organisations, les crises durables ou les processus de renversement, ne font donc pas l'objet d'études spécifiques chez ces auteurs. Or, on peut avancer qu'ils alimentent de nos jours une partie significative de la réalité. De ce fait,
Les travaux de M. Crozier et E. Friedberg témoignent d'une conception monolithique et homéostatique du changement. On peut en effet déduire de leurs analyses deux postulats implicites à propos du changement social. Le premier concerne la dyade reproduction, apprentissage. Toutes les situations empiriques considérées dans leurs travaux peuvent se rapporter à l'une de ces modalités. Soit les systèmes d'action organisés entretiennent leur régulation et leur cercle vicieux. Dans ce cas, la réflexion sur le changement porte sur les conditions de rupture et d'ouverture des jeux. Soit les situations présentées correspondent à ce que les auteurs nomment l'apprentissage collectif. Les situations intermédiaires d'innovation partielle, de désordre, de régulations inefficaces ne sont pas considérées en tant que telles. Le social ne semble pouvoir échapper à la dyade reproduction, changement. Cette difficulté théorique renvoie directement à un second postulat, celui de la régulation du système social. C'est d'ailleurs toute la force de cette théorie que de montrer en quoi une réalité organisationnelle vécue par ces acteurs comme morcelée et contradictoire est en fait construite comme une totalité par ces mêmes acteurs, à leur corps défendant. Cette intuition fondamentale du système ne permet que de rendre de changements régulés, ce qui correspond à ce que les auteurs nomment l'apprentissage collectif. Plus même, la vision volontariste de l'apprentissage que promeut expressément M. Crozier renvoie clairement à de meilleures régulations plus rationnelles et plus satisfaisantes pour le système et pour l'individu. On le voit, cette conception théorique n'admet pas l'éventualité de changements non régulés. Le postulat implicite de la régulation ne permet pas de rendre intelligibles des situations de transformation sociale où prévalent les carences de régulation. À ce titre, la notion de crise maniée par Crozier et Friedberg n'est qu'un événement, que la conséquence provisoire d'une action de rupture et d'ouverture des jeux conduisant nécessairement à un rééquilibrage du système. Régulation culturelle, développement social et crise à vivre, dans la sociologie de l'entreprise de R. Saint-Saulieu. En défendant dès 1986 le projet d'une sociologie de l'entreprise, R. Saint-Saulieu, D. Ségrestin, 1986, R. Saint-Saulieu entend avant tout faire valoir l'existence de phénomènes symboliques et culturels spécifiquement liés à ces groupements sociaux. S'il retient de la sociologie des organisations l'évidence de structures de pouvoir originales et toujours singulières au sein des lieux de production, il se refuse à indexer toute l'épaisseur des relations de travail sur la négociation de questions techniques ou organisationnelles. Il développe une approche identitaire et culturelle de l'entreprise où la question du changement apparaît tout d'abord sous l'angle de l'apprentissage culturel, comme réalité sociale observable, mais aussi comme objet d'intervention. Une autre approche la complète progressivement, où prévaut cette fois une vision de l'entreprise comme ensemble humain constamment en quête de meilleure régulation sociale et bousculé par des crises permanentes de modernisation. De l'identité au travail à la culture d'entreprise. L'apport originel de R. Saint-Saulieu à l'analyse des organisations se situe sur la question de l'identité au travail, 1972-1977. Il développe une intuition fondamentale au cœur de sa théorie. Les relations de pouvoir entre les membres d'une organisation constituent la matrice d'une expérience identitaire singulière, qui rejaillit sur les individus comme sur les groupes sociaux, et consolide l'autonomie du fait social organisation. Il montre tout d'abord que les stratégies des acteurs ont toujours un fondement identitaire, puisque le pouvoir, considéré comme une relation, est une manière d'affirmer sa position et sa vision face aux autres. Il est acte et processus de reconnaissance sociale. C'est ce que recèle la formule « le pouvoir d'être soi-même », employée par R. Saint-Saulieu dans l'identité au travail. De même, parce qu'elles activent l'affectif, les relations de travail et de pouvoir touchent non seulement l'acteur, mais aussi la personne et le sujet qui l'habite. Bien que R. Saint-Saulieu prône en 1977 une sociopsychologie de l'acteur pour comprendre les processus d'affirmation de soi dans le travail, il met ensuite surtout l'accent sur la dimension sociologique du phénomène identitaire. On peut en relever deux dimensions saillantes. La première réside dans le lien entre système de relations de pouvoir et identité. Expérimentant les mêmes contraintes de situation et les mêmes pressions de la part des autres acteurs, les individus occupant une même position organisationnelle vont se rapprocher, non seulement d'un point de vue stratégique,
mais aussi et surtout du point de vue de l'identité. Les modèles de relations interpersonnelles, fusion, retrait, négociation, affinité sélective, sont ainsi des processus d'accès à l'identité communs à des individus occupant le même type de position au travail. 1977, page 336. Mais ce faisant, Saint-Saulieu introduit l'idée d'un double niveau de construction des relations sociales dans les organisations. S'il y a certes la logique des rapports de pouvoir, elle se manifeste avec le plus d'évidence entre positions organisationnelles, métiers, services, strates, c'est-à-dire dans l'espace intergroupe. En revanche, ce qui se joue sociologiquement dans l'enceinte de ces groupes est davantage de l'ordre des sociabilités, des normes relationnelles, de la culture commune et de l'identification d'une communauté de position dans l'organisation. En construisant sa fameuse typologie, l'auteur apporte une analyse nuancée de ces cultures, dont certaines reposent sur des valeurs réellement collectives, modèles de la fusion et de la négociation, alors que d'autres se construisent au contraire sur des formes d'individualisme ou sur un renoncement à l'action commune, modèle du retrait et du séparatisme. Mais dans tous ces cas, ce n'est pas le pouvoir stricto sensu qui construit le lien social entre les membres des groupes, mais plutôt l'identité collective, le partage de schèmes relationnels, d'émotions et de vision du monde. Enfin, pour Saint-Saulieu, l'entreprise en tant que système social doit être appréhendée non seulement comme un système d'action, mais aussi comme une culture. Fidèle à son approche interactionniste de l'identité, Saint-Saulieu montre que chaque système d'action produit, à force de reproduction, une dimension culturelle spécifique qui peut s'analyser en termes de confrontation des identités collectives, ou encore d'articulation des différences, 1997, page 247. Il identifie ainsi plusieurs types de cultures d'entreprise, comme l'évitement dans le taylorisme, les formes communautaires, professionnelles, bureaucratiques, militantes, ou encore les cultures de fonctionnement collectif, 1997, page 239. Le changement, apprentissage culturel et développement social. D'une certaine manière, on peut dire que le changement est structurellement présent dans l'approche de Saint-Saulieu, puisque l'identité au travail procède d'un apprentissage secondaire pour les individus et qu'en tant que processus de construction permanente, elle n'est jamais achevée. Mais en cours de vie professionnelle, les individus peuvent être confrontés à des situations radicalement nouvelles qui vont les conduire à réviser leur identité. Il peut s'agir de la mobilité, des changements techniques, organisationnels, de la formation longue ou encore de la progression hiérarchique. En s'appuyant sur des travaux de psychologues et de psychologues sociaux, Rogers, Pages, Erickson, Saint-Saulieu retient que l'apprentissage culturel consiste centralement en un changement des représentations où interviennent des dimensions cognitives mais aussi affectives. Dans le cadre des relations de travail, ce changement se produit à travers deux processus sociaux privilégiés, les relations de groupe et les relations de pouvoir. Le groupe restreint de résolution de problèmes, de formation, réunit deux conditions essentielles à un apprentissage par la confrontation aux autres. Il est à la fois une zone protégée des dynamiques organisationnelles 1981 et un espace transitionnel RKS 1979. Un sous-système d'explicitation de soi, de débat critique et de soutien au cheminement de chacun. Une évolution positive, de position dans les rapports de pouvoir constitue aussi un facteur possible d'apprentissage culturel dans la mesure où elle peut être l'occasion de développer de nouvelles capacités d'affirmation de soi, et de construire ou d'expérimenter de nouvelles formes de reconnaissance. Cette première vision du changement, liée au concept d'identité au travail, est centrée sur l'acteur. Avec le concept de développement social d'entreprise, Saint-Saulieu va s'intéresser cette fois au changement au niveau de l'entreprise, conçu comme un système social et culturel. Il réalise une synthèse de nombreuses études sociologiques conduites dans les années 1970 à 1980 sur les évolutions en matière de formation, de participation, de technologie, d'expression des salariés et de gestion de l'emploi, et il aboutit à un diagnostic contrasté. La vie des entreprises a bien été l'occasion d'apprentissage culturel fort au cours de cette période, mais les changements ont aussi activé parallèlement une double résistance des pouvoirs et des cultures. Les jeux défensifs de pouvoir, les décisions unilatérales, l'évitement des problèmes, la crainte du débat critique constituent finalement ce fond d'inertie culturelle qui limite les innovations sociales.
Saint-Saulieu formule alors un modèle de développement social d'entreprise, qui est à la fois un schéma de synthèse des processus d'apprentissage partiel identifiés dans de nombreuses enquêtes, et une méthode permettant de concevoir des changements institutionnels. Enfin, Saint-Saulieu affirme le caractère non linéaire de ce type de processus. Sans cesse, les innovations susciteront des résistances et activeront des réflexes archaïques de défense et des conservatismes. C'est pour cette raison qu'il lui semble nécessaire de promouvoir des acteurs de changement, des individus ou des forces collectives dotés de deux capacités essentielles. Une capacité de diagnostic des régulations sociales et une capacité de suggestion et de soutien de forces sociales d'innovation. L'entreprise dans le mouvement de transformation de la société contemporaine. Dans son dernier ouvrage, Société en mouvement 2001, Saint-Saulieu poursuit cette analyse de plusieurs décennies de changements sociaux dans les entreprises. Il accentue certains traits de son diagnostic en prenant tout d'abord acte d'un mouvement de transformation sociale traversant tous les niveaux de la société et produisant son lot de dérèglements et d'incertitudes. Il revient massivement au concept de crise, qu'il avait utilisé en 1988 dans un ouvrage collectif, La Pologne en temps de crise. La définition qui s'imposait alors, et qu'il reprend telle quelle en 2001, était celle d'une mutation révélant un décalage critique entre la culture et l'état des institutions. Pour l'auteur, un processus analogue serait à l'œuvre dans la France des années 2000. Du point de vue des individus, ce contexte est celui d'une crise à vivre, où la question de l'apprentissage, individuel et collectif, est incontournable et centrale. Le contexte de transformation sociale accule les identités constituées à réexpliciter ou à reconstruire leurs principes de congruence avec le monde environnant, mais elle constitue aussi et surtout, pour Renaud Saint-Saulieu, les matrices de la créativité sociale. Les nouvelles identités professionnelles observées par de nombreux sociologues dans les 15 dernières années préfigurent des voies de sortie de crise, car elles recréent des cohérences dans le changement ou remettent en cohérence des mouvements perçus comme chaotiques. Il n'en reste pas moins que la période actuelle est à l'incertitude, au défi du dépassement des régulations sociales qui ont porté les années de la croissance. Saint-Saulieu voit dans les institutions intermédiaires, entreprises, associations, services publics, le niveau social où peuvent se réinventer des formes sociales pertinentes pour maîtriser un mouvement devenu aussi global que perturbant pour les individus. Plus même, en devant mieux répondre à la culture qui porte aujourd'hui une dynamique d'individuation identitaire et d'affirmation de soi, elles sont confrontées au défi de mieux reconnaître et de traduire concrètement leur dimension démocratique. Les expérimentations partielles qu'elles ont pu mettre en œuvre au cours des 30 dernières années, délégation, participation, expression, montrent qu'il s'agit là, non seulement d'un projet politique, mais aussi d'une voie réaliste. Elles constituent les lieux concrets où les processus de reconnaissance, de reliance et de réflexivité peuvent être activés pour inventer des réponses adaptées aux nouvelles contraintes du développement économique, mais aussi à l'évolution des identités sociales. Une approche nuancée du changement social. Saint-Saulieu propose une approche nuancée du changement social dans les entreprises. D'une part, il s'inscrit très clairement dans l'épistémologie de l'apprentissage qui favorise une conception relativement continue des évolutions sociales. Les ruptures restent, comme dans la sociologie des organisations, des moments de transition où les acteurs sociaux reconstruisent leurs assises ou leurs modes d'action, au bénéfice de situations expérimentales, formation, intervention. La crise est synonyme de moment d'adaptation. De même, le changement peut être conduit, faire l'objet de stratégies d'action ayant pour finalité de favoriser des innovations et de soutenir les apprentissages culturels qui en résultent. Mais Saint-Saulieu recourt aussi à une approche plus discontinue du changement, lorsqu'il établit, dès 1987 et surtout en 2001, un diagnostic contrasté des évolutions sociales dans les entreprises. La crise à vivre devient là une sorte d'état permanent de société, fait d'innovations sociales successives, mais d'innovations partielles et inachevées devant sans cesse faire face à des dynamiques sociales régressives. Pour autant, le cœur de sa réflexion théorique porte davantage sur ce qui s'apprend et se recompose dans ce contexte de transformation que sur ce qui se délite ou ce qui reste en suspens. Il met fortement l'accent sur la dimension créatrice de la crise et sur la sortie de crise,
mais il reste assez discret sur les conditions et les processus sociologiques de reproduction de la crise. Régulation, changement et anomie, dans la théorie de la régulation sociale de J.D. Reynaud. La théorie de la régulation développée par J.D. Reynaud présente l'intérêt de mettre l'accent sur la dimension sociale de la construction des règles dans l'organisation. À la différence de la théorie de l'action organisée, la vie des organisations n'est pas uniquement faite de jeux et de stratégies contingentes. Une régularité plus fondamentale régit les rapports sociaux, l'enjeu de la régulation. Cette théorie fait par ailleurs écho à l'approche identitaire et culturelle du travail, dans la mesure où la régulation allie nécessairement, pour J.D. Reynaud, la dimension de la négociation et celle des normes de groupe et de la légitimité. L'inverse de la régulation. La règle est le fait social par excellence, J.D. Reynaud, 1989, page 32. Cette première idée illustre le fait que la sociologie questionne toujours la manière dont les individus vivent et agissent ensemble. La règle, au sens sociologique, est le produit de leurs interactions. Elle qualifie les modalités qu'ils ont élaborées pour vivre et agir ensemble. Mais cette définition ne convient que si l'on précise que l'activité de régulation est un enjeu social. Cette deuxième idée invite à une perspective d'analyse dynamique où l'essentiel est de comprendre le processus d'élaboration des règles sociales et ce qu'il suppose et génère comme qualité de construction des acteurs sociaux eux-mêmes. Si la régulation est au cœur du social, c'est justement parce qu'elle constitue le processus par lequel le social se construit en permanence. Cette théorie est aussi fondamentalement liée à la notion de compromis social. À l'instar de M. Crozier, J.D. Reynaud prend acte des interdépendances contraintes dans lesquelles sont placés les individus au travail. Ayant longtemps analysé les relations professionnelles, il soutient à juste titre que l'entreprise est un système fait à la fois d'une pluralité d'intérêts et de logiques d'action, et d'une nécessité d'action commune. La régulation se présente comme l'activité commune, qui cherche à relier et à dépasser cette différenciation et cette nécessité. Pour l'auteur, les groupes sociaux ne peuvent maîtriser cette réalité qu'en élaborant des compromis. Il montre alors que les rapports sociaux au travail se construisent à partir de deux types de régulation. La régulation de contrôle est une première nature de règle, élaborée en dehors des acteurs auxquels elle se destine et se présentant généralement sous une forme codifiée. La régulation autonome est produite par les acteurs eux-mêmes, en situation, face à des aléas de production, collectivement et ne prend pas le trait de règles explicites ou formelles. Comme le précise G. de Tersac 2003, page 23, la notion de conflit est au cœur de la théorie de J.D. Reynaud. Les rapports sociaux de travail entrent en tension autour de ces deux sources de règles. La première cherche à contrôler le travail, à le réguler de l'extérieur, et la seconde vise l'efficacité directe, mais aussi la reconnaissance d'une autonomie et des valeurs que placent les individus dans la maîtrise de leurs activités professionnelles. J.D. Reynaud centre alors son analyse sur la régulation conjointe, conçue comme un compromis minimal entre ces deux logiques, car les acteurs ne peuvent vivre en permanence l'opposition et le conflit pur. De nombreuses observations de terrain soutiennent cette interprétation. Les travaux de G. de Tersac par exemple, 1992-1993, montrent très concrètement que le travail dans les industries de process s'effectue, en dépit de la forte codification du travail, à travers une intense activité de régulation autonome, face à laquelle les hiérarchies opérationnelles répondent, dans la pratique, par des compromis prenant la forme de quasi-négociations. La théorie de la régulation repose sur une dernière hypothèse importante, concernant cette fois l'identité et la légitimité. L'activité de régulation, parce qu'elle repose sur la négociation de deux formes de règles et par conséquent sur la rencontre de deux autonomies, permet aux groupes sociaux de se constituer comme sous-ensembles sociaux réels. Les microcultures d'ateliers décrites par M. Liu, 1981, les identités au travail analysées par R. Saint-Saulieu, ou encore le triple phénomène d'appropriation du travail montré par P. Bernoux en 1981, appropriation des temps, des outils et des espaces, ne sont possibles que si ces groupes bénéficient d'une autonomie suffisante. Ces régulations culturelles sont bien des productions autonomes, par rapport à la logique formelle des organisations,
à leurs procédures de rationalisation et de contrôle du travail. Au plan des rapports qui se jouent entre autonomie et contrôle, la régulation conjointe tire sa particularité de la légitimité. Un compromis, c'est-à-dire une règle acceptable pour les deux parties, sera efficace parce qu'il sera légitime aux yeux des acteurs. La régulation est donc pour J. Reynaud le fait social par excellence dans la mesure où elle renvoie à une contrainte, interdépendance, à une efficacité sociale, mobilisation collective pour une production, à une construction culturelle, l'autonomie permet l'identité collective, et à une construction politique, la légitimité. L'envers de la régulation. Dans les règles du jeu, J. Reynaud envisage les situations où l'activité de régulation est carencée de manière avérée. Le chapitre titré L'anomie est consacré à cette question. Pour l'auteur, ce concept équivaut strictement à un déficit de régulation, et même plus précisément à l'affaiblissement de la régulation légitime, page 239. Il étudie les processus anomiques, en se centrant par exemple sur les mécanismes d'extension ou de généralisation de ces déficits de régulation. Il suggère de s'intéresser plus particulièrement à deux cas de figure généraux. Les situations marquées par des cercles vicieux et des processus cumulatifs débouchant sur des effets pervers à l'échelle d'un système, et les situations où la dégradation de la régulation ne conduit pas à la disparition d'un système, mais au contraire à un fonctionnement relativement stable, mais avec un faible niveau de régulation, page 245. J. Reynaud relève trois traits caractéristiques de ces situations anomiques. Le premier répond à la question de l'issue de ces situations. Effondrement ou reconstruction d'un nouvel équilibre à terme ? L'auteur écarte d'emblée l'hypothèse d'un équilibre naturel, d'une loi de retour à la régulation. Des désordres profonds, comme un conflit entre deux pays, peuvent parfaitement perdurer en prenant différentes formes. J. Reynaud retient par contre comme fait permanent et commun à ces situations l'exacerbation des rapports de force entre les acteurs qui se distinguent des rapports de régulation dans le sens où les dimensions de compromis et donc de légitimité en sont extraites. J. Reynaud s'intéresse ensuite aux effets de ces situations sur les systèmes sociaux. Deux caractéristiques en ressortent selon lui. Ce qu'il nomme la difficulté de contracter procède de la perte de confiance et de l'absence de clarté et de stabilité des engagements pris. On comprend bien ici que sa théorie de la régulation repose sur le principe du contrat, où les individus sont pris dans un jeu d'engagement et d'obligations mutuelles, cette logique supposant une entente minimale sur les attentes, voire sur les valeurs de l'autre. Or, lorsque la méfiance et la rupture de communication s'installent, ces prérequis se dérobent aux acteurs et les placent dans une grande difficulté à construire une régulation. La seconde caractéristique, conséquence de la première, est l'isolement, le sentiment de solitude. Il s'agit à la fois d'un mode relationnel et d'un indicateur significatif d'anomie, puisque l'une des conditions de la régulation, l'action collective, n'est plus à l'œuvre dans les rapports sociaux. Les limites de la symétrie, régulation-anomie. Par rapport aux deux courants précédemment exposés, J. Reynaud présente le grand mérite d'aborder frontalement la question des systèmes dérégulés ou faiblement régulés. Mais nous semble-t-il, son approche reste construite sur la rhétorique du plein et du creux, où les situations de carence de régulation ne reçoivent une théorisation ni égale ni spécifique par rapport aux situations de régulation. Deux pierres de touche de la théorie de la régulation de J. Reynaud nous semblent en cause dans cet inachèvement. On y retrouve, là encore, un postulat prédominant de stabilité et d'intégration des systèmes sociaux. Plus nuancé que Durkheim, l'auteur renonce à une conception de l'anomie comme état ou processus d'effondrement de la société. Tout simplement, précise-t-il à plusieurs reprises, parce que la société n'existe pas. Elle est composée de multiples systèmes sociaux, plus ou moins reliés entre eux, mais aussi, nous dit-il, parce que des systèmes peuvent fonctionner en mode dégradé dans la durée. En arrière-fond, on peut retenir que J. Reynaud accorde un primat à l'intégration des systèmes sociaux, celle-ci se réalisant via les rapports de régulation toujours peu ou prou à l'œuvre. Il ouvre peu de pistes sur la question de la transformation des systèmes sociaux, ou encore sur l'hypothèse de processus sociaux singuliers dans ces périodes. À l'intégration nécessaire des systèmes sociaux correspond donc tendanciellement
une vision continue et processuelle du changement social. Parce qu'elle est un processus toujours ouvert, inachevé et d'adaptation des acteurs aux contraintes du contexte, la régulation est l'opérateur du changement. Plus même, elle est à la fois l'opérateur théorique de la stabilité et du changement. Cette approche théorique repose aussi sur ce que l'on pourrait nommer le postulat de la confrontation. Ce point rapproche cette théorie de celle de M. Crozier. Les rapports de pouvoir comme les rapports de régulation ont pour point commun de présupposer que les acteurs interagissent concrètement autour de problèmes d'interdépendance. Or, bien des situations ne correspondent pas empiriquement à ce double principe. Il peut y avoir interdépendance et évitement ou isolement comme l'indique J.D. Reynaud lui-même. La question alors est de savoir comment tiennent les acteurs, N. Alter 2001, c'est-à-dire comment des constructions sociales peuvent se réaliser sans confrontation expresse. Si J.D. Reynaud identifie bien ce cas de figure empirique, il apporte peu de ressources pour en faire la sociologie. Son recours à la théorie de l'anomie de et Durkheim ne lève pas l'une de ses difficultés majeures. Se limiter à rendre compte de l'anomie comme une simple dérégulation, c'est-à-dire comme l'inverse de la régulation. On touche là une limite de la pensée symétrique, qui appréhende l'anomie, non pas comme un objet spécifique, mais comme un non-objet, ou plus précisément comme le négatif de la régulation, conçue elle, comme l'objet unique et central de cette sociologie. On comprend alors que la conceptualisation du plein, la régulation, ne trouve pas un achèvement théorique égal dans l'appréhension de l'anomie, reléguée au rang de creux théorique. On peut affirmer avec J.D. Reynaud que l'anomie n'est pas l'action collective, la légitimité, l'engagement mutuel dans le contrat, le compromis. Son plein, en revanche, ce qui explique l'absence d'effondrement du système ou encore l'absence de résolution imminente de la crise, n'est pas donné par sa théorie. Des sociologies en but avec l'analyse des transformations sociales critiques. Les sociologies présentées jusqu'ici constituent l'armature théorique et méthodologique à partir de laquelle nous avons pu identifier en 1995, puis confirmer ensuite par plusieurs recherches de terrain, la configuration empirique de l'entreprise en crise. Elles occupent donc une place toute particulière dans notre réflexion. Toutefois, nous pouvons relever à présent quelques traits de leur épistémologie commune, qui expliquent qu'elles parviennent difficilement à rendre compte finement des phénomènes de crise et de transformation sociale des entreprises. 3 de ces traits paraissent s'imposer. Ces sociologies portent une attention toute particulière au problème de l'intégration des systèmes sociaux de travail, et ceci dans une épistémologie agonistique où prévaut non seulement le conflit et sa régulation, mais surtout le postulat de la confrontation entre acteurs. L'intégration y est appréhendée de manière plus élaborée que ne le firent les fonctionnalistes américains du milieu du XXe siècle, et avant eux et Durkheim. Ces théories reconnaissent fondamentalement la différenciation sociale, érigée comme principe inaliénable, la divergence d'enjeux et par ailleurs les contraintes d'interdépendance. Les rapports de pouvoir constituent, par l'intermédiaire de la régulation du système d'action concret, la forme sociale de cette intégration pour M. Crozier et E. Friedberg. R. Saint-Saulieu enrichit ce modèle par la dimension de la confrontation de cultures organisationnelles variées, alors que J.D. Reynaud voit dans tout rapport social à la fois une hétérogénéité fondamentale, régulation de contrôle, régulation autonome, et une contrainte tout aussi fondamentale de régulation conjointe. On comprend aisément à quel point ces théories plongent leurs racines dans la période de la croissance, où les grandes organisations, portées par le développement économique, se trouvaient massivement confrontées à la gestion des conflits internes et à l'invention de modes de régulation à la fois plus efficaces et plus légitimes. Pour le dire rapidement, on peut considérer que pendant toute cette longue période, les confrontations entre acteurs sont tendues, mais aussi en toute logique que les confrontations existent. L'une des critiques formulées par N. Alter, 2003, page 86, à l'encontre de la théorie de la régulation sociale est que les individus renoncent aujourd'hui couramment à s'engager dans des rapports de régulation au profit d'un repli sur le rôle. Que signifie au niveau de l'individu, ce type de choix ? Quels en sont les effets sur la structure sociale de production ? Plus généralement, comment rendre compte du fonctionnement des organisations dans lesquelles les confrontations entre acteurs se dissipent sans pour autant plonger les collectifs dans l'apathie ou dans un chaos définitif ?
Sans aménagement substantiel, ces sociologies du conflit paraissent tout à coup incomplètes. En cohérence avec les principes précédents, ces sociologies portent une conception continue et constructiviste du changement social. On a relevé que la sociologie des organisations s'appuie sur la dyade reproduction, apprentissage, et ne conçoit entre ces deux termes que des moments et des états passagers de crise. On a vu aussi que la théorie de la régulation conjointe, en construisant une vision dynamique et processuelle des compromis entre les acteurs, aboutit finalement à encastrer la question du changement dans celle de la régulation. Nul doute que cette vision ne rende compte d'un grand nombre de situations bien sûr. Mais l'on constate avec J. Reynaud lui-même, que certains types ou certains degrés de changement tendent à faire basculer les fonctionnements sociaux vers d'autres états, pour lesquels il devient nécessaire de s'appuyer sur d'autres concepts, comme celui d'anomie par exemple. Bref, ces sociologies rendent difficilement compte de processus de changement où prévalent, empiriquement au moins, les discontinuités, les apprentissages partiels ou régressifs, les incertitudes non dialectisées dans des négociations entre acteurs ou, pour résumer, des processus de transformation sociale non linéaires. La crise passe du statut d'interstice à celui de situation courante et ne recueille alors, au plan théorique, qu'une série de définitions en creux. Finalement, nous retiendrons que ces sociologies permettent difficilement de poser l'hypothèse d'un fonctionnement social de crise, si l'on accorde à ce terme le sens le plus fort de mutation et d'indétermination. Elles permettent très sûrement de saisir les points de rupture, les facteurs et les conditions initiales de la décomposition de l'ordre social antérieur. En revanche, elles semblent perdre pied pour fournir des concepts rendant compte d'une réalité qui ne peut à l'évidence se résumer à la simple idée de dérégulation. Probablement sont-elles, comme le soutiennent les tenants de la thermodynamique, limitées par une vision mécanique du système qui, même judicieusement adaptée aux faits sociaux, conduit surtout à identifier son intégration et son adaptation continue à l'environnement. Quoi qu'il en soit, ces remarques nous invitent à rechercher à présent dans un corpus sociologique plus large, les approches théoriques qui se sont expressément penchées sur le creux de la régulation, de l'intégration et du changement. Chapitre 2, de l'anomie au désordre et à la crise. D'autres théories s'intéressent également aux phénomènes de transformation et de dérégulation sociale à partir des concepts d'anomie, de désordre, de mouvement et de crise. Dès l'aube de la sociologie, et Durkheim s'était intéressé à ce type de phénomène, en esquissant une théorie de l'anomie qu'il abandonnera rapidement par la suite. L'ébauche qu'il nous lègue montre la difficulté de conceptualiser la dérégulation en pure symétrie d'une théorie de l'intégration et de régulation sociale. Cette difficulté est levée par les théories du désordre et du mouvement, qui situent d'emblée la réalité sociale comme une tension permanente entre ordre et désordre. Le changement y est toujours plus ou moins à l'œuvre, et les phases d'augmentation du désordre le lot même de la vie des sociétés. Pour autant, ces théories restent discrètes sur les dynamiques qui régissent les périodes où l'ordre et le désordre ne se répondent plus, laissant la dérégulation occuper toute la scène sociale. Dans un second temps, à partir des initiatives programmatiques de quelques auteurs, nous nous s'attacherons à objectiver la structure conceptuelle sous-jacente à de nombreux travaux en sciences sociales recourant explicitement à la notion de crise. Celle-ci peut prendre le rang de concept dès lors qu'elle définit à la fois un processus de rupture ou de dérégulation sociale, et l'installation d'un état critique de fonctionnement, régi par des processus d'autorenforcement suffisamment puissants pour rendre son issue indéterminée, en nature et en temporalité. Et Durkheim et la théorie de l'anomie, une intuition originelle. Le thème de la transformation sociale est au cœur des interrogations fondatrices de Durkheim. Il perce très nettement ses deux premières productions majeures, de la division du travail social et le suicide, où l'on découvre sa fameuse théorie de l'anomie. Or, comme le souligneront de nombreux commentateurs, cette théorie est aussi forte qu'inachevée, voire empreinte de contradictions. L'anomie comme pathologie de la modernité. Rappelons tout d'abord que l'anomie connaît chez Durkheim une double distorsion. Tout d'abord, la définition qu'il en donne varie d'un ouvrage à l'autre. L'anomie renvoie, dans de la division du travail social, à une carence d'une réglementation capable d'assurer la coordination entre des fonctions spécialisées,
alors qu'elle définit dans le suicide ce mal de l'infini qui procède de l'illimitation du désir humain, des objectifs à atteindre, de l'incertitude sur les espérances légitimes. Ces définitions sont-elles contradictoires? Durkheim insiste dans un premier temps sur les carences de régulation, c'est-à-dire sur l'absence de mécanismes formels et extérieurs aux individus visant à régler leur coopération, alors qu'il définit dans un second temps un état moral et culturel de la société à travers le vécu qu'en ont les individus. En second lieu, Durkheim hésite, puis tranche finalement entre deux diagnostics. Dans son premier ouvrage, l'anomie lui permet de qualifier l'une des formes anormales de la division du travail, qu'il analyse comme les symptômes d'un phénomène de transition où la société passerait d'une solidarité mécanique à une solidarité organique. Dans le suicide en revanche, ainsi que dans la préface de la deuxième édition de la division du travail social en 1901, Durkheim avance une analyse différente. L'anomie serait une maladie permanente des sociétés modernes, le lot d'une société industrielle aveuglément portée par l'idéologie du progrès et par l'individualisme. P. Bénard souligne cependant à quel point le concept d'anomie reste en l'état, instable entre ces deux diagnostics. En distinguant l'anomie régressive de l'anomie progressive, puis l'anomie aiguë de l'anomie chronique, Durkheim dilue le concept plus qu'il ne le précise. P. Bénard propose alors d'épurer le système théorique de Durkheim de ses contradictions, notamment en le distinguant du fatalisme, autre concept employé par l'auteur, mais de manière irrégulière. Cette mise en cohérence formelle aboutit au tableau ci-dessous, dont P. Bénard tire la conclusion que le véritable sens de l'anomie chez Durkheim est le mal de l'infini, un mal constitutif du système de valeurs et des institutions modernes. Du moins, précise-t-il, c'est la seule définition que l'on devrait retenir pour éviter de faire de l'anomie une notion prétexte maniée pour ses vertus décoratives dans le champ des jeux académiques. Tableau 1. Le concept d'anomie chez Durkheim, revisité par P. Bénard. P. Bénard, 1987, page 111, tableau adapté. La piste de Thomas et Znaniecki. Dans l'article Anomie, rédigé en 1968 pour l'Encyclopædia Universalis, R. Boudon insiste sur le parallélisme entre les dimensions données à ce concept par Durkheim et la célèbre étude de Thomas et Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et aux États-Unis, 1927-1998. Bien que ne se référant pas à Durkheim, les auteurs tirent de la biographie exemplaire de Wladek, paysan polonais émigrant à Chicago, les concepts de désorganisation sociale et de démoralisation. L'histoire de Wladek est celle d'une émigration qui se déroule sur le mode du déracinement, d'un parcours marqué par des ruptures successives, par une impossibilité de préserver ou de recréer du lien social et finalement par forte instabilité morale et psychologique. En analysant ce récit exceptionnel, les auteurs distinguent clairement deux dimensions de ce processus. La désorganisation sociale qualifie la nature des relations qui relient l'individu à son environnement social. Le concept de démoralisation qualifie cet état socio-psychologique individuel, qui résulte d'une situation de désaffiliation. Pour R. Boudon 1968, les concepts de démoralisation et de désorganisation sociale introduits par Thomas et Znaniecki correspondent exactement à l'anomie durkheimienne. Le premier réfère au versant individuel de ce concept, le second à son versant social. L'analyse de la trajectoire du paysan polonais confirme, selon lui, la validité de la théorie durkheimienne de l'anomie. L'absence de cadre sociaux stable et de règles sociales intériorisées conduit non au bonheur, mais à la démoralisation de l'individu. Son existence n'a plus de signification, son avenir n'a plus de sens. Autrement dit, R. Boudon souligne là le double intérêt de la théorie de l'anomie. Elle a le grand mérite de couvrir le champ très sensible et délicat des crises et des désordres de la modernité. À ce titre, elle est une invitation à appréhender ces réalités complexes sous l'angle de processus, plus que d'état. Les concepts de désorganisation sociale et de démoralisation pourraient être conçus dans cette perspective comme un affinement du concept d'anomie, car ils invitent très clairement à une analyse longitudinale et processuelle des phénomènes de dérégulation sociale. D'où cette invitation de R. Boudon, s'intéresser aux mécanismes générateurs de l'anomie pour une étude fine des changements sociaux. Avec ces deux concepts,
Thomas et Znaniecki montrent de manière lumineuse que les processus de dérégulation doivent être analysés au double plan du social et de l'individu, ou encore, dans un autre langage, du système et de l'acteur. C'est cette idée forte qui fait de l'anomie durkheimienne un concept riche, dont la cohérence logique fait débat encore aujourd'hui. Contrairement à de nombreux commentateurs, Boudon ne voit aucune contradiction dans les fameuses deux significations de l'anomie chez Durkheim. Il y perçoit au contraire une amorce théorique, permettant de conjuguer une sociologie du système et une sociologie de l'acteur. D'où cette seconde invitation, comprendre les situations générées par l'anomie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.